Bonjour et bienvenue dans Dissolution. Il fait tellement chaud qu'on se demande si c'est pas le printemps. L'herbe verdit, les pigeons migrent. En Inde. Ça fait vraiment Tintin chez les Sikhs, hein. L'extrême droite s'en est émue. Ça rabaisserait l'image de la France. On se croirait au carnaval. Bref, les sorties racistes habituelles. Mais attends, c'est pas eux qui s'indignent quand les gens qui viennent chez nous font pas tout comme chez nous? Oui, mais c'est pas pareil. Chez nous, c'est mieux. Et puis, Modi est vraiment d'extrême droite. Elle est là, la grosse cloche, là. Mais non, pas Modi. Narendra Modi, le Premier ministre indien. Probablement un des plus gros racistes anti-musulmans au monde, un partisan de l'hindouisme intégral. Donc les fachos bas du front savent même pas que c'est un allié objectif pour eux. Tu sais, le racisme, c'est un mode de vie, hein. Parler, agir, penser... Pensez, j'ai un doute, hein. Mais puisqu'on parle de la pensée d'extrême droite, on va se pencher sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel public et comment elle s'attaque aux gros services d'investigation. Avec les auditions de Cache Investigation et Complément d'enquête, les 10 et 12 février 2026. Bon, clairement, Élise Lucet les terrorise. Justement, voyons pourquoi. Est-ce que ça révèle du contrôle du discours que veut imposer l'extrême droite, de plus en plus dominante dans le débat public? On reviendra aussi sur quelques dérapages médiatiques passés sous les radars. Puis sur la façon dont Dati s'est peut-être parjuré devant la commission sur l'audiovisuel public. Encore ? Mais c'est une obsession. Mais j'y peux rien, moi, si les dingueries se passent là-bas. C'est comme l'an dernier avec la commission Betham. Vous essayez avec une méthode qui consiste à édifier Mediapart en autorité de la République. Je ne lis pas Mediapart. C'est une hygiène personnelle. Ah oui, on commence à voir un point commun là. Allez, on part sur cette note un peu aigre et fermentée. Bon épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Bon, de cette commission d'enquête, on en a déjà parlé. On avait vu comment l'extrême droite attaque l'audiovisuel public pour son soi-disant manque de neutralité, mais en réalité pour faire basculer le paysage médiatique, soit en droitisant le service public, soit en le privatisant. Lumi et Usul en avaient aussi parlé, montrant comment cette commission a rendu de fiers services à Vincent Bolloré, à la fois pour défendre le milliardaire et représenter ses intérêts partisans. Personne ne se fait d'illusions. Cette commission, demandée par Éric Ciotti, sert à justifier le démantèlement de l'audiovisuel public. Une commission d'enquête commandée par l'extrême droite pour, à mon sens, démonter l'audiovisuel public. Et c'est un combat culturel, hein. Enfin, il faut pas, et en tout cas qui est engagé par l'extrême droite. Et l'extrême droite ne s'est pas faite discrète. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand vous vous regardez dans la glace le matin, qu'avec vous, les méchants sont toujours les mêmes, quitte à verser parfois dans la manipulation? Merci. On avait dit qu'on essayait de respecter les personnes auditionnées, mais mon autorité a parfois des limites dans cette commission d'enquête. Mais attends, ce serait pas Monsieur Natalité ? Ah, je crois bien que si. Je pense qu'on est tous, moi aussi, très attachés à l'investigation, notamment sur le service public. Je le suis d'autant plus que depuis 3 mois, vous et moi, on fait en quelque sorte le même métier. Alors moi, ça durera pas autant que vous. Mais oui, c'est bien le même que pour l'épisode sur la natalité. Il est partout celui-là, hein. Y a qu'un seul député convenable à Horizon. Bah, qu'est-ce que t'as ? Non, mais c'est juste que c'est bizarre comme nom, Horizon. Bon, pas du tout. C'est pour illustrer la victoire d'Édouard Philippe. Elle semble si proche, mais elle est si lointaine. Attends, j'en ai une autre. Horizon, c'est pour la ligne des crânes. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Et on pourrait continuer encore longtemps, je pense. Hein. Pas le physique qu'on avait... Attends, j'en ai une autre. Ah non, stop, merci. Hein. Le sujet est sérieux. Sans en avoir l'air, le rapporteur d'extrême droite, Charles Aloncle, cherche méthodiquement à détruire les programmes d'enquête de l'audiovisuel public. Alors voyons comment il s'y prend, ce que ça révèle du plan de l'extrême droite et pourquoi l'investigation fait si peur aux fachos. Alors, une des premières questions posées à Élise Lucet, c'est l'usage des caméras cachées. Quel est un usage pour vous acceptable des caméras cachées ? Comment on en vient à utiliser des caméras cachées ? Quelles sont les règles qui s'appliquent ? Quelles sont les règles que vous vous fixez pour utiliser ce dispositif ? Les questions sont venues de tous les bords politiques. Le journaliste d'investigation a l'impression que pour vous, enfin pour la plupart, c'est une obligation de résultat plus qu'une obligation de moyens. La question de caméra cachée, couchée, micro-espion, ça pose des questions. Comme ça pose des questions d'ailleurs d'interpeller quelqu'un à la sortie d'une réunion, quelqu'un qui est pas forcément habitué à la présence d'une caméra ou qui va être stressé, qui va être pressé de questions, assommé de questions et qui va répondre de façon un peu dilatoire et après on pourra dire avec des effets de montage, de musique, ah bah vous voyez, il est pas forcé, il est dans l'opacité. Ouais, ça fait un peu ouin, c'est pas sympa, hein. Mais attendez, le Parti Socialiste fait encore mieux. J'ai en tête
un numéro de Cache Investigation, celui du 7 octobre 2014, sur l'industrie du tabac, la grande manipulation, où la pratique que vous venez de décrire n'était pas celle adoptée. C'était une caméra cachée où la caméra avait été mise à terre et en fait la caméra tournait sans que l'interlocuteur le sache. Et la personne qui s'exprimait a été présentée comme un conseiller du ministre, donc à l'écran, sa tête a été montrée, il a été présenté comme le conseiller du ministre Eckert. Oui, et alors, ce conseiller machin, là, qu'est-ce que c'est ? On lui a demandé « Est-ce qu'on peut voir le ministre Eckert ?» et lui a répondu « J'ai fait ce que j'ai pu, ils ne veulent pas vous répondre. » Vos journalistes ont dit « Ah bon, pourquoi ? Je sais pas, vous devez les faire flipper. » Et lui, c'était un collaborateur d'acteur public. Il n'était absolument pas conseiller du ministre, mais devant plusieurs millions de téléspectateurs, j'ai vérifié vos chiffres ce jour-là, il était présenté ainsi. Et lui-même m'a dit, donc c'est assez précis, qu'en fait, il aurait pu être licencié. Ce dont elle parle, là, Madame PS, c'est cet extrait. À Bercy, le sujet dérange. L'embarras est visible. Ils ont très peur. Ils ont très peur ? Ouais. Comment ça considère comme non, surtout pas. Ces méthodes un peu cash, c'était aussi celles utilisées pour obtenir des entretiens avec ceux qui refusent toute investigation. Je vous ai posé la question sur les méthodes que vous employez. Vous me répondez en expliquant que vous n'allez jamais devant le domicile de ces personnes. Vous êtes sous serment. Je vous explique que dans un cache investigation, vous êtes allé devant le domicile d'une personne, monsieur Nicolas Puech, et vous me répondez, alors que vous étiez sous serment, que oui, effectivement, c'était son domicile, mais c'était pas son domicile principal. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, sous serment, nous avoir en fait menti ? Et là, concert de jérémiade. Comment osez-vous aller au domicile secondaire du milliardaire Nicolas Puech pour lui parler de LVMH ? Rassurez-vous, le rapporteur ne s'inquiète pas pour Puech. Ce qui gêne, c'est que Cache Investigation a révélé que LVMH aurait pu manipuler des actions de Hermès pour devenir numéro 1 mondial du luxe au détriment de Puech. Résultat, il réclame 14 milliards d'euros, ce qui pourrait coûter très cher à Bernard Arnault. Cette affaire est révélatrice. Derrière les débats sur les méthodes, il y a le fond. Qui ces enquêtes dérangent-elles ? Que montrent ces caméras cachées ? Elles exposent les puissants qui tentent d'échapper au regard public. À chaque fois que nous en arrivons à ce genre de situation, nous avons proposé 10 fois, 20 fois, une interview en bonne et due forme à notre interlocuteur. On ne va pas pour embêter quelqu'un, pour le mettre en difficulté. On va parce qu'au fur et à mesure des mois, au bout d'un an d'enquête, on a accumulé suffisamment de faits pour qu'on ait à poser des questions extrêmement précises. C'est le cœur du travail d'enquête. Quand tout est simple et connu, on n'enquête pas. Il faut enquêter quand les faits sont complexes, mêlés à des réseaux d'intérêts plus ou moins légaux. Bref, il faut débrouiller des fils avant de comprendre. Il faut donner la parole aux principaux concernés, les chefs d'entreprise, les ministres, les députés. Bref, les personnes responsables. On passe, mais quand je vous dis des dizaines, c'est des dizaines de coups de téléphone, des dizaines de mails pour tenter d'obtenir un contradictoire en bonne et due forme. Notre intérêt n'est pas véritablement, en tant que journaliste, de faire des caméras cachées, de courir après des interlocuteurs. Notre intérêt, c'est d'obtenir des interviews où on est posé, où on échange comme on le fait en ce moment entre nous, argument contre argument, et où on peut vraiment expliquer les choses. C'est une question d'équilibre, l'intérêt général d'informer le public et la solidité de l'enquête. D'où l'usage de ces procédés en dernier recours. Après, sur l'utilisation des caméras cachées, moi, ce que je tiens véritablement à vous dire là, c'est que c'est toujours une décision qu'on prend vraiment en dernier recours. Si les responsables coopéraient davantage, les journalistes auraient moins besoin de méthodes brutales. Parfois même, ces méthodes sont indispensables pour révéler des faits majeurs. Ce qu'on tourne dans cette caméra cachée, ce sont des animateurs de périscolaire qui crient très fort, qui hurlent sur des enfants, et une dame qui effectivement embrasse sur la bouche un petit garçon de 4 ans. Si nous n'avions pas réalisé cette caméra cachée, nous n'aurions pas pu porter à la connaissance du grand public ce qui se passait effectivement dans le périscolaire, dans cette école à Paris. Et c'est tout l'enjeu. L'enquête n'est jamais jolie. Comme l'instruction d'un juge. Documents, écoute, témoins qu'on pousse à parler. Le journaliste d'investigation fait presque pareil, sans pouvoir contraindre. Critiquer les méthodes, c'est souvent un bâillon commode. Secret défense, vie privée, secret des affaires. Bref, attaquer l'enquête, parce qu'elle peut révéler ce que les puissants font tout pour cacher.
Quand discréditer les méthodes ne suffit pas, on s'attaque directement aux enquêteurs. Technique classique aussi utilisée contre les victimes de VSS, le victim blaming. Salir la personne pour en neutraliser le témoignage. Si on ne peut pas empêcher la parole, on discrédite celui qui parle. Trop riche, donc en quête d'attention, trop pauvre, donc motivé par l'argent, pas assez douteux, donc parole suspecte, bref, attaquer le messager quand le message dérange. C'est la même technique utilisée par l'extrême droite l'an dernier pour défendre Marine Le Pen après sa condamnation. Regardez Jean-Philippe Tanguy s'exciter tout seul pendant que Marine Le Pen scrolle sur Twitter. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Et pour en revenir à notre commission, il faut le dire, Charles Aloncle l'a pilonné. Le bal a commencé avec monsieur Natalité, qui demandait si la direction de France Télé a voulu cacher les salaires. Qu'elle vous a demandé aussi, comme elle l'a fait aux autres apparemment, de ne pas communiquer vos rémunérations et vos salaires. Apparemment, ça a été une demande formulée par la direction de France Télévisions. Oui, alors, j'imagine qu'on va en venir à mon salaire. Et après, le Rocky sauce Bolloré s'en est donné à cœur joie. Est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui ne pas être rémunéré par la moindre société de production au titre de votre activité? Est-ce que vous ne percevez qu'un seul salaire versé par France Télévisions? Et une seconde fois. Aujourd'hui, vous ne révélez pas le montant exact du salaire qui vous est attribué au titre de France Télévisions. Et une troisième. Pourquoi est-ce que vous voulez pas nous révéler votre... Je vous ai posé à 2 reprises la question. Pourquoi est-ce que vous voulez pas nous révéler votre salaire? Est-ce que vous adoptez la même consigne qui a été donnée à l'ensemble des salariés de France Télévisions, c'est-à-dire de ne pas le rendre transparent auprès de millions de Français? À force, ça a fini par agacer Élise Lucet. Moi, je trouve qu'elle a bien gardé son calme. En ce qui concerne mon salaire, j'ai vraiment le sentiment de vous avoir répondu, monsieur le rapporteur, ou peut-être ne m'avez-vous pas entendu ou écouté. Donc je répète qu'en ce qui concerne mon salaire... Pardonnez-moi, j'attends d'avoir votre attention parce que comme vous me répétez la question à plusieurs reprises, du coup, je me dis que peut-être vous n'avez pas eu véritablement la possibilité de m'écouter ou de m'entendre. Donc, du coup, je vous répète véritablement les choses. Mouah, mais quel délice, ce recadrage dans le calme et avec un grand sourire. Aujourd'hui, après 42 ans de carrière, 40 ans à France Télévisions, des responsabilités qui sont importantes et partagées avec mes rédacteurs en chef. Oui, je suis vraiment bien payée, je suis bien payée, ça très clairement. Mais c'est dû à ma carrière et à la longévité de cette carrière. Pourquoi s'intéresser à son salaire? Oui, la télé paye bien, et elle le cache pas, comme tout le monde à la télé d'ailleurs. Il y a beaucoup de Français aussi qui s'interrogent sur le coût de cette Allez à la question, d'enquête. monsieur le rapporteur. En plus, vous avez oublié le cachet de monsieur Ballard, qui est très élevé, parce qu'il est ancien journaliste. Allez à la question, monsieur le rapporteur. Non, mais la question est, et pardon si c'est un peu long... Mais curieusement, personne ne demande de compte à Philippe Ballard. Bah oui, il bossait dans le privé. Aucun souci si des milliardaires influencent les journalistes. Et en parlant de médias et de milliardaires, on vous rappelle que Blast ne dépend que de vous pour se financer. On essaye justement de faire fonctionner Blast dans l'esprit du service public, en libre accès pour tout le monde, et participe à l'effort ceux qui le peuvent. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Alors si vous en avez les moyens, soutenez-nous en vous abonnant ou en faisant un don à Blast. Et en parlant d'argent, le rapporteur attaque aussi le coût d'un plateau de fin d'émission. Un élément qui a attiré mon attention, c'est le coût du plateau, sachant qu'un plateau ne sert qu'à une séquence de 10 à 20 minutes en fin d'émission. Le coût du plateau s'élève à 50 000 €. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de profondeur sur le coût d'une émission, sur ce coût de plateau? Et est-ce que ces montants vous semblent démesurés, notamment vis-à-vis du peu de temps de diffusion d'antenne et d'utilisation de ce plateau? Fidèle à lui-même, il a été assez insistant. Dans les montants qui m'ont été confirmés, le coût du plateau qui me semblait quand même particulièrement élevé, c'est l'une des questions, mais c'est un point de détail, vous en conviendrez, 50 000 € pour un plateau pour une émission, surtout sur Cache Investigation, est-ce que c'est pas excessif? Derrière ces questions, il y a un motif clair. Essayer de discréditer la parole d'Élise Lucet parce qu'elle serait trop bien payée, parce qu'ils auraient des goûts de luxe pour les plateaux. Mais comme ça lui a été rappelé, la télé, ça coûte cher. Et en plus, envoyé spécial ne coûte pas tant que ça. Pour mutualiser tous les coûts, on est sur le plateau du 20h de France 2. Ça veut dire qu'on ne loue pas un studio à l'extérieur. Ce sont des plateaux d'1 heure. La semaine dernière, par exemple, il y avait 6 invités plus moi. Ça fait donc une nécessité de caméra assez importante. Si vous trouvez un programme d'1 heure qui coûte 50 000 €,
Présentez-le-moi. Concernant Envoyé spécial, je vous donne juste un chiffre parce que c'est important. Le coût annuel pour 26 numéros ne représente qu'environ 2,6% du coût de grille de l'information nationale. Et Complément d'enquête a eu le droit à la même soupe. J'ai essayé de voir aussi, moi, le coût que je pouvais représenter pour cette commission d'enquête. Jusque-là, on a eu à peu près 100 heures de direct. Si j'enlève le coût de la régie et que je m'attache comme vous au seul coût de production, entre mon salaire, le salaire de mes collaborateurs, je peux vous affirmer que chaque heure de direct de notre commission coûte environ 500 €. Excusez-moi, monsieur le député, mais ça se voit un peu à la qualité de vos questions et à la qualité du bazar. C'est pas pour jeter le discrédit, mais c'est quand même bien moche, votre truc. Alors, on a longtemps eu du mal à avoir des chiffres concernant la corruption. Et il y a quelques mois, l'Agence française anticorruption, qui dépend du gouvernement... Bon, rien de révolutionnaire, mais au moins un cadre du mouvement. Parce que regarder des commissions pendant des heures, c'est épuisant. Et la réponse de Tristan Valech vaut son pesant de cacahuètes. La télévision, ça coûte cher. Moi qui ai travaillé, par exemple, pour donner un ordre d'idée, je crois que vous avez fait la campagne de M. Sarkozy en 2012. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'affaire Big Malion. En moyenne, un meeting, donc avec les caméras, etc., la captation vidéo, ça coûtait très cher. C'était environ 350 000 € le meeting. Et même pour le meeting de Villepinte d'avril 2012, à lui seul, un meeting de 3 heures avait coûté 5 millions d'euros. Donc oui, c'est vrai que la télévision, ça coûte cher. Ah bah oui. Et les millions de Big Malion, il en pense quoi, le rapporteur 50 000 €? Bah rien, évidemment. Il est passé au mytho-question suivant. Et un des meilleurs moyens pour discréditer l'enquête, c'est de l'attaquer directement, Trump style. C'est exactement ce qu'a fait le rapporteur, en relayant des contre-vérités très classiques sur les émissions d'investigation du service public. Les numéros consacrés à des personnalités politiques depuis 2020, on en a noté 8 numéros pour des personnalités de droite, Éric Zemmour, Rachida Dati, Jordan Bardella, etc. On en a parlé. Sans compter d'ailleurs les 10 numéros consacrés à des personnalités de droite étrangères, Donald Trump, Benjamin Netanyahou, Elon Musk, ou à des organisations considérées comme de droite, CNews, Le Puy du Fou, le Rassemblement National. Dans le même temps, vous n'avez consacré que 4 magazines à des personnalités du centre. Oh là là, ouin, il y a trop d'enquêtes sur les gens de droite. Le problème, ce n'est pas qu'on enquête sur des gens de droite. Le problème, c'est ce qu'on découvre quand on cherche. Et en plus, même ça, c'est pas vrai. Les enquêtes ne sont pas déséquilibrées. Vous dites qu'on a fait un reportage sur Joël Guerriot, de droite. Non, c'était un reportage sur des affaires de harcèlement au Sénat. Et je pense que la plus grosse séquence, c'était l'affaire Esther Benbassa, qui est une ancienne sénatrice Europe Écologie Les Verts. Donc, considérer qu'un reportage dans lequel on s'intéresse autant à des personnalités de gauche que de droite serait un sujet contre la droite, je pense que ce n'est pas tout à fait honnête et de bonne foi. À l'oncle accuse même les équipes d'Élise Lucet de ne pas assez parler de radicalisation. Depuis 2024, est-ce que vous êtes en mesure de me citer une enquête que vous avez réalisée, notamment sur le séparatisme islamiste ? Cache Investigation serait trop de gauche parce qu'il ne parlerait pas assez des coupables islamiques en France. Mais pire encore, Cache Investigation serait même anti-catho. 29 janvier 2026, Cache Investigation sur l'enseignement privé sous contrat. 25 septembre 2025, Envoyé spécial sur les évangéliques. 22 mai 2025, complément d'enquête sur Betaram. 10 octobre 2024, complément d'enquête sur l'établissement Stanislas, privé catholique. 30 mars 2023, envoyé spécial sur une chorale catholique. Bon, allez, on accélère là. 30 décembre 2022, victime de l'Église, sans compter votre interpellation du pape François au Vatican dans l'émission de Cache Investigation du 21 mars 2017 sur la pédophilie. Sans remettre en cause spécifiquement la légitimité de chacune de ces émissions, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'investigation de France Télévisions cultive une forme d'obsession vis-à-vis de l'Église, en particulier catholique ? Abjure ta foi en Belzébuth, et tu mourras pardonné. Mais tu ne comprends pas le français, tête de veau. Non mais et puis quoi ? Faudrait pas parler de la pédocriminalité dans l'église catholique peut-être ? Donc pour l'extrême droite, les victimes sont importantes seulement si elles sont blanches, sauf si c'est des victimes de l'église. Personne ne viendrait nous dire que l'enquête de Cache Investigation sur la pédocriminalité dans l'Église n'était pas justifiée. Nous n'avons aucune forme d'obsession. Et d'autre part, je voulais dire que dans le cache sur le financement des établissements privés sous contrat, la plus grande majorité de l'émission était consacrée au périscolaire dans le public. Donc vous voyez que nous n'avons pas d'obsession. Merci. Alors, peut-être que vous avez un prisme, un regard. Malgré toutes les réponses apportées, l'accusation de fond reste simple. Ces émissions seraient des officines idéologiques, attaquant la droite chrétienne pour défendre une gauche islamisée.
Depuis 2021, j'ai noté qu'Envoyé spécial avait consacré plusieurs reportages à des personnalités étrangères de droite, souvent sous forme de portraits à charge. Je pense notamment à Giorgia Meloni ou Nayib Bukele, le président du Salvador. Dans le même temps, il n'y a pas eu de personnalités étrangères de gauche, de dirigeants de gauche, qui ont fait l'objet de documentaires comparables. Peut-être que vous pourrez me contredire ou m'apporter la contradiction. Je pense par exemple à Nicolas Maduro. Et quand on regarde de près, les journalistes auditionnés passent leur temps à corriger erreurs, approximations ou procès d'intention du rapporteur. Pour ce qui est du Venezuela et de Maduro, c'est justement l'un des derniers reportages qu'on a diffusé. Début janvier, je crois. Voilà, c'est ça. On a été le premier magazine, une des rares télés étrangères à pouvoir filmer au lendemain de l'attaque américaine. La seule enquête qu'on a faite sur un homme politique était sur DSK, donc quelqu'un qui était issu de la gauche initialement. Bref, approximation, contre-vérité, faux calcul, rien n'arrête l'extrême droite. Et c'est précisément pour ça qu'elle s'attaque à l'enquête comme pratique journalistique. Je pense que vous voyez que les faits que j'ai apportés sont indiscutables. Et simplement sur tous les éléments que je vous ai apportés sont factuels. Mais parfois, le complotisme, c'est pas inventer des faits, ça peut aussi être prendre qu'une partie des faits pour essayer de les tordre et pour prouver son a priori et sa théorie de départ. Derrière le dispositif déployé par le rapporteur, il y a une stratégie simple, démanteler l'enquête, sa crédibilité, son effet médiatique. Bref, son utilité démocratique. Le discrédit sur le travail d'enquête est central pour l'extrême droite parce que le processus d'investigation comme travail de vérité est fondamentalement opposé à leur façon de penser la vérité. Au fond, peu importe que Cache Investigation et complément d'enquête ne coûtent pas si cher au regard du reste de la télévision, peu importe aussi que les salaires soient cohérents avec l'expérience et comparables à ceux d'autres figures du secteur. On n'est pas là pour défendre le salaire d'Élise Lucet, ce n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est la fonction de ces attaques. Détourner l'attention des enjeux réels en salissant l'émission et sa présentatrice. La méthode est archi-classique et massivement utilisée par Donald Trump. Accuser les médias de tout et n'importe quoi, sans nécessité de cohérence ni de preuves. Il s'en est même servi pour obtenir d'importantes sommes d'argent. Par exemple, il aurait arraché 16 millions de dollars à la CBS pour une interview jugée biaisée, chaîne détenue par Paramount Global, propriété d'un des plus grands soutiens de Donald Trump. Ça ressemble fort à un don déguisé. Trump aurait aussi obtenu 22 millions de dollars de YouTube après la suspension de son compte suite à l'insurrection du 6 janvier. Peu importe que ces accusations soient fondées ou non, au contraire, l'objectif est d'inonder l'espace public d'un torrent marron d'accusations infamantes pour maintenir une distraction permanente. Quand tout est sali, quand faits et démonstrations sont dévalués, il ne reste plus qu'une chose, la pulsion. Croire ce qu'on veut croire. C'est exactement le modèle de vérité de l'extrême droite. C'est vrai parce que je veux que ce soit vrai. Une vérité supposée, naturelle, évidente, donnée au bon sens et à l'envie, peu importe les preuves, raisonnements et contexte. Seul compte que le message confirme une peur ou une colère. 25% des détenus dans les prisons françaises sont étrangers, alors que les étrangers en France représentent 8% de la population. Ou cet autre document du ministère de l'Intérieur, République française, où on peut lire que, par exemple, je prends le chiffre à la limite le moins élevé, 36% des vols violents sans armes sont le fait d'étrangers. Alors, on pourrait même rajouter cette déclaration de Laurent Nunez, février 2025, 36% des mises en cause de l'agglomération parisienne sont étrangers. L'enquête, l'investigation, la science, c'est l'inverse. La vérité n'est pas une chose donnée, le résultat de son activité ou une chose identifiable en soi. La vérité, c'est d'abord et avant tout la vérification. C'est prouver, c'est affirmer une hypothèse, la tester et construire un raisonnement probatoire. Vous faites, si je peux me permettre, une confusion entre deux termes qui sont très différents, entre la corrélation, qui est une association statistique, et la causalité. C'est l'effet d'un phénomène sur un autre. C'est très différent. Vous qui avez été journaliste, qui avez mis à l'antenne parfois des graphiques, vous connaissez, je pense, cette différence. Pour comprendre, c'est par exemple l'hôpital. En France, on a 60% des Français qui meurent à l'hôpital. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que les Français sont à l'hôpital qu'ils meurent plus, que l'hôpital est dangereux ? Non, c'est pas le cas à l'évidence. Bref, la vérité c'est un processus, une façon de construire des discours avec un ensemble de règles, de méthodes, de preuves, auxquelles on se soumet pour satisfaire des exigences démonstratives. Enquêter c'est douter, et d'abord de soi-même. Nos biais, nos préférences, nos a priori sont nos premiers adversaires. Aucune décision ne se prend seule, parce que l'investigation est avant tout un travail d'équipe.
Et surtout, Benoît nous répétait sans cesse la même phrase, il faut penser contre soi-même. Chercher la vérité, c'est avancer lentement, patiemment, parfois péniblement. La vérité n'est pas un résultat brut, c'est la démarche qui y mène. Si l'extrême droite s'attaque si méthodiquement à l'enquête, c'est parce qu'elle la perçoit comme dangereuse. Les preuves, les explications, le contexte sont de puissants outils de conviction. Or, l'extrême droite a besoin d'un public docile, prêt à renoncer à l'exigence citoyenne de justification, d'explication, et donc de responsabilité. Comme le montrent si bien les États-Unis de Trump, il lui faut une base qui n'entende que ce qu'elle veut entendre. Et c'est précisément ce type d'espace public que l'extrême droite cherche à construire en démantelant l'enquête au sein du service public, l'un des derniers lieux où il reste encore possible d'investiguer sans trop de représailles. Quand vous avez des annonceurs, c'est compliqué de faire des enquêtes sur ces annonceurs qui vous rapportent une grosse partie de votre revenu. Nous, à France Télévisions, on a la possibilité de faire des enquêtes sur des groupes qui sont nos propres annonceurs. Et quand je vous dis que j'apprends les choses incidemment, c'est que j'ai appris incidemment, 6 mois ou 1 an plus tard, que plusieurs grands groupes avaient supprimé des campagnes de publicité à la suite d'enquêtes de Cache Investigation. Cette extrême droitisation médiatique est déjà bien engagée et le contre-récit néofasciste a pris une ampleur inédite depuis le décès de Quentin de Ranc. Dernière incarnation en date, une ancienne de LCP, qui a tenté sans succès d'en prendre la présidence, Brigitte Boucher, belle-sœur par alliance de Valérie Pécresse. Eh oui. Non mais attends, ça veut dire quoi ? Alors c'est notre moment people, ça va réveiller Nathalie. Brigitte Boucher est mariée à Jean-Francis Pécresse, notamment éditorialiste aux Échos, qui est le frère de Jérôme Pécresse, vice-président de General Electric et mari de Valérie Pécresse, jadis personnellement endettée à hauteur de 5 millions d'euros. Et vous allez voir, Brigitte Boucher Pécresse donc, elle sent très bien le vent tourner. Par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, on a le sentiment que quand il y a l'ultra-droite qui défile, c'est calme. Quand il y a l'ultra-gauche, il y a à la fin un mort. Oui, vous avez bien entendu. Au moment de cette interview, on savait déjà que c'était un guet-apens de l'extrême droite. Et en plus, elle dit ça après les constats posés par Léa Balage, que la journaliste ne conteste même pas. Quand on a des néo-nazis qui défilent, qui insultent, qui chantent des chants homophobes, dans les rues de Lyon, que des manifestations culturelles, artistiques ont été annulées parce qu'il y a eu une bande de néo-nazis qui voulaient en découdre avec la République, ça ne s'est pas bien passé, non ? Malgré tout, ça s'est déroulé dans le calme. Il y avait aussi des familles, des enfants, beaucoup de femmes qui ont défilé dans le calme. La violence dans le calme. Ça montre bien le milieu dans lequel elle baigne, alors que la violence d'extrême droite est pourtant bien plus importante que celle des antifascistes. Mais ces derniers auraient le tort de sentir le vent tourner sans se placer du bon côté, comme les bons chiens de garde du système. Précisons néanmoins que Brigitte Boucher a été victime d'une vague de harcèlement en ligne, ce qui reste et restera toujours inacceptable. Quels que soient les griefs que l'on nourrit contre un individu, venir le menacer de mort, l'insulter ou le harceler est un comportement déshonorant et condamnable. Et puisqu'on parle de glissement politique assumé, Aurore Berger semble elle aussi préparer la suite. LFI, c'est ça. LFI, c'est de l'antisémitisme. LFI, c'est un parti anti-France. Et LFI, c'est un parti qui appelle et revendique ou assume une part de violence, comme si la violence faisait partie d'une forme de combat politique. Le combat politique, nous ne pouvons pas accepter qu'il se traduise dans la violence. Et elle a enfoncé le clou. Oui, je le maintiens. Je dis que c'est un parti antisémite. Je peux d'autant plus facilement le dire qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui qui dit que LFI est un parti même passionnément antisémite. Ces propos ont été beaucoup commentés. L'anti-France, c'est un terme utilisé sous le régime de Vichy pour désigner le supposé parti de l'étranger. Un vocabulaire issu de la galaxie de Charles Maurras, qui amalgamait juifs, communistes et tous ceux qui ne correspondaient pas à l'ordre blanc, chrétien et autoritaire promu par ces idéologies. D'ailleurs, la sphère médiatique parle beaucoup de Maurras en ce moment. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il n'a pas vraiment rédigé lui-même son grand œuvre. Par exemple, le dictionnaire politique et critique ou Mes idées politiques. Leur édition scientifique a été assurée par un certain Pierre Chardin, qui a en réalité assemblé et structuré les textes pour leur donner la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Et quand on regarde de plus près ce monsieur Chardin, eh bien, surprise, les chercheurs ont montré qu'il ne s'agissait ni d'un monsieur ni d'un Chardin, mais de Rachel Legras, épouse Stéphanie, et amante de Maurras. Ah d'accord, donc le modèle des masculines faisait faire le boulot en douce par sa maîtresse. Bienvenue à Fafland. Pour en revenir à Berger, ce glissement sémantique est majeur, même si les macronistes sont coutumiers de ces effets de langage, comme lorsqu'Emmanuel Macron avait esquissé une forme de réhabilitation de Philippe Pétain. Bien sûr, en soi, ce dérapage médiatique est déjà un crachat au visage des victimes juives, communistes, homosexuelles, tziganes, toutes celles déportées ou exterminées.
Des nazis jusqu'à aujourd'hui, les mécaniques discriminatoires ont toujours servi à égarer le regard public. L'immigré, le juif, l'homosexuel, le communiste comme figure diabolique sert surtout à s'assurer que les masses ne regardent pas le capital et les carrières de celles et ceux qui le servent, parce que ce sont souvent les mêmes personnes. Mais plus grave encore, c'est un signal faible, annonciateur d'un glissement plus profond, possiblement structurel. Car pour arriver au pouvoir, le fascisme ne se contente pas de ses propres forces. Il a besoin de prises de guerre dans le système existant, des responsables politiques, industriels, médiatiques, qui ne viennent pas directement de ses rangs, mais adoptent ses mots, ses cadres d'analyse, ses obsessions. Bref, des gens prêts à trahir la République pour un poste. Et en parlant de trahison, de poste et d'horreur, rubrique suivante. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public, c'est un peu le Bétarame de 2026. Du drama, des attaques, des menaces, et peut-être même un parjure. Des journalistes se sont adressés à un membre de ma famille qui était en grave difficulté. Et c'est une réalité puisqu'il y a eu des échanges. Ce membre de la famille a refusé, évidemment, de les produire. Mais je le confirme. Et ça s'est reproduit encore récemment. C'est ce qu'affirmait Rachida Dati devant les députés le 5 février 2026. Forcément, ça a fait du bruit. Les députés ont voulu creuser. Ce sont des accusations extrêmement graves. Et si des journalistes avaient de telles pratiques, ils devraient être sanctionnés lourdement. Vous dites être en possession de ces échanges, je demande à ce que vous les versiez à la connaissance du rapporteur et du président, parce que nous devons en avoir connaissance dans cette commission d'enquête. Si c'est bien le rôle d'une commission d'enquête. Nous devons être en connaissance de faits, et je demande à ce que vous le fassiez avant que nous auditionnons les journalistes de complément d'enquête. Et ça tombe bien. Quelques jours plus tard, la commission auditionne justement les responsables de complément d'enquête. Ils veulent aller au bout. Je rappelle que je suis sous serment et que nous n'avons évidemment pas donné d'argent ou proposé d'argent à quiconque dans l'entourage de Madame Dati, fût-ce par un tiers. Je dément cela catégoriquement et sous serment. Bon, ça on peut s'y attendre, mais plus précisément. Jamais je n'ai monnayé un témoignage, ni même tenté de monnayer un témoignage. Jamais je n'ai fait appel à un tiers pour monnayer un témoignage. Et je n'ai même jamais fait appel à un tiers dans le cadre de cette enquête sur Rachida Dati. Quand Madame la ministre dit on est prêt à vous indemniser s'il le faut, vous nous dites sous serment que c'est faux. Oui, je maintiens évidemment que c'est totalement faux. Là, en langage judiciaire, on parle d'un témoignage clair et circonstancié. Des éléments précis, vérifiables, intégrés dans un récit cohérent, réaliste, argumenté. Comparons avec Dati. Et passer à un tiers pour l'acheter, pas pour acheter, pour faire le payer. Non mais monsieur... Non, c'est pour être précis parce que ça n'a rien à voir avec la commission d'enquête. Donc si vous permettez... Si, parce qu'on va auditionner... Madame la ministre, on va auditionner... Non, mais oui, mais... La ministre, c'est des accusations graves. Il y a un journaliste qui est passé par un journaliste tiers, qui s'est présenté auprès d'un membre de ma famille, en se présentant comme un journaliste indépendant, et en disant, si vous avez évidemment des choses très à charge concernant Madame Dati... Ah oui, pas la même ratatouille. Ça hésite, ça se contredit, ça affirme puis ça doute. Une personne est évoquée puis plus question d'en parler parce qu'elle serait en délicatesse. Bref, rien de vraiment clair ni de solidement étayé. Et c'est peut-être pas un hasard. Vous m'avez demandé si j'ai des éléments en ma possession. Pour être totalement transparent et parce que je suis sous serment, j'ai reçu un mail il y a quelques jours d'un proche de Madame Dati qui a vu l'audition de la ministre de la Culture et qui s'est reconnu dans les propos qui ont été tenus ici. Et il affirme clairement que complément d'enquête ne lui a jamais proposé d'argent. Là, le journaliste est prudent, mais précis. Il donne des détails et dit tenir les documents à la disposition de la commission. Et il m'a autorisé à en faire état ici devant la commission aujourd'hui. Et par ailleurs, puisque Madame la ministre a indiqué ici même qu'elle avait des documents qui pouvaient prouver ces dires, je demande à Monsieur le rapporteur s'il souhaite que nous demandions à Madame la ministre de la Culture ces documents. Merci Monsieur le Président, oui je vous le confirme, je pense qu'il est bon de les demander. Dati, elle, a refusé de communiquer les documents qu'elle affirme pourtant avoir. Sur ce point-là, ce sont des échanges privés qui concernent un tiers, je n'ai pas d'obligation de les remettre. Il ne le souhaite pas, je ne le fais pas. Je vous le dis simplement. Voilà. Et s'il y a une procédure judiciaire, là, je pourrais les produire. Je ne le ferai pas dans le cadre de la commission d'enquête. Je ne veux pas ennuyer quelqu'un qui est déjà qui est déjà en difficulté. Donc je ne le ferai pas. Bref, cette affaire sent franchement le soufre.
Elle montre, encore une fois, pourquoi l'enquête et l'investigation sont si redoutées par la droite. L'affaire des écoutes, Big Malion, Karachi, les assistants parlementaires de Marine Le Pen, les multiples dossiers Dati. Autant d'affaires révélées au grand jour. À chaque fois, le même mécanisme. Entretenir la peur pour détourner l'attention, conserver le pouvoir, protéger les intérêts dominants. D'où l'importance vitale d'enquêter, de documenter, et aussi de se moquer de ces tartuffes cruelles et ridicules. Déjà parce que rire, ça fait du bien, et parce que la caricature, la moquerie, ça fissure un peu leur rêve de grandeur. Le 25 février 2026, Rachida Dati a démissionné de son ministère pour faire campagne au municipal à Paris. Elle a été remplacée par Catherine Pégard, directrice du château de Versailles. Dati, c'est fini. Voilà pour cette fois. On se retrouve très bientôt pour commenter l'actualité politique et parlementaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la prochaine fois, on vous laisse avec cette citation inspirante. La caricature joue avec la grandeur pour la réduire de l'extérieur et en faire apparaître la dure et minuscule vérité. Michel Foucault, les têtes de la politique. Reminder to stay cunty and slay diva every day. Pardonnez-moi, j'attends d'avoir votre attention parce que, comme vous me répétez la question à plusieurs reprises, du coup, je me dis que peut-être vous n'avez pas eu véritablement la possibilité de m'écouter ou de m'entendre. Donc, du coup, je vous répète véritablement les choses.